Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Aujourd'hui, j'ai répondu à la question d'Isabelle. Donc Isabelle est maître dans 2 écoles et s'occupe de plusieurs enfants du CP au CM2. Elle a suivi ma formation au mois de février et donc a pu voir toute la progression en mathématiques, toute la progression, tout le matériel. Et sa question c'était, j'ai des enfants de CE1, CE2 qui se noient dans les nombres, je ne me vois pas reprendre la progression des perles. Concrètement, comment je peux faire avec ces enfants? Et que travaille-t-on en maths, en 6-12, en Montessori? Voilà, donc je vous laisse découvrir notre échange. Je laisse place à ma conversation avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Céline. Alors tu m'avais posé une question par SMS quelques jours après avoir suivi la formation et plutôt que de te répondre comme ça, je voulais que notre échange puisse servir à tout le monde. Donc est-ce que tu veux bien reposer la question pour que tout le monde l'entende? Alors moi mon souci c'est que je suis enseignante spécialisée, donc je fais des regroupements d'adaptation et j'ai des enfants de tous les âges. Et j'aimerais bien appliquer ce qu'on a appris en formation, c'est-à-dire le principe des perles, qui était vraiment très intéressant pour donner du sens au nombre. Seulement, j'ai des enfants, surtout en CE1, CE2, qui ont déjà des acquis sur les nombres, même s'ils ne sont pas bien posés. Et je me dis comment mettre en place ce que j'ai appris avec toi sur le système des perles, qui était de 3-6 ans. Et moi, avec les grands, là, je ne sais pas comment faire. Je sais pas comment... Ouais, sur le message, tu me disais, je ne me vois pas reprendre la progression des perles. Voilà. Ouais. Voilà. Et pourquoi tu ne te vois pas repartir avec tout ce matériel? Parce que quand je l'ai présenté, j'ai précisé que c'était pour les enfants de 3 à 6 ans? Non, je sais pas comment ils le prendraient, en fait, de reprendre vraiment à la base. C'est ça qui... Ouais. Mais bon, essayer, mais... Parce que c'est vrai que c'est un matériel qui est dans les écoles Montessori, dans les classes pour les enfants de 3 à 6 ans. Mais en fait, dans cette pédagogie, on a toujours l'objectif... Enfin, on part de l'enfant, tu vois. Donc, si l'enfant va à toute vitesse, on va le suivre. Mais il y a des enfants il peut y avoir aussi des enfants qui ont besoin de plus de temps, avec qui on ne va pas utiliser ce matériel. Je pense que c'est important que tu restes pas bloqué sur ils l'utilisent dans les écoles Montessori entre 3 et 6. Mais si les enfants de CE1, CE2, donc 7-8 ans, dont tu t'occupes, n'ont pas... je parle souvent de fondations. Tu sais, si les fondations ne sont pas solides, ça sert à rien de construire la maison, parce que la maison elle sera bancale. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'ils connaissent déjà. Ils sont pas non plus, c'est pas une ardoise, on peut pas parler d'ardoise vierge, tu vois. Ils ont déjà des connaissances en mathématiques. Mais si tu sens que ces connaissances sont fragiles, moi, je pense que ça serait intéressant justement de repartir avec ce matériel. Mais des fois, il y a certaines étapes, tu vas voir où tu pourras aller plus vite. Tu vois, tout ce que je vous avais présenté sur 2 jours, c'est ce qu'on fait en 3 ans. Donc déjà, c'était intense. Oui. Mais du coup, je vais te donner un exemple précis. Si tu fais une addition sans échange, tu vois, au départ. Oui. Voilà. Si on commence par ça, addition sans échange. Si tu vois que l'enfant, il a compris à toute vitesse, ça sert à rien d'en faire 5 ou 6. Tu vas tout de suite passer aux additions avec échange. Et donc, il y a certaines étapes que tu pourras sauter, en fait. Parce que faudra... Ce qui est bien, c'est que maintenant, tu as la connaissance du matériel, tu vois. Mais maintenant, il va falloir t'adapter aux enfants que tu as en face. Parce que comme tu dis, ils ont 7-8 ans, ils ont des connaissances fragiles, mais ils en ont. Donc, pour moi, je pense que c'est important de garder en tête la progression du matériel, mais de sauter des étapes quand tu vois que l'enfant n'a pas besoin que tu répètes ça trop longtemps, tu vois. Mais je pense que de repasser par chaque étape, c'est quand même important, tu vois. C'est ce que je pensais aussi, mais oui, c'est vrai. En allant plus vite, quoi. C'est ça, en allant plus vite, si tu peux aller plus vite. Parce que... S'il y a besoin, parce que peut-être que pour certains, à mon avis, c'est ça. On pourra reprendre comme des enfants à la base, quoi. C'est ça, et je pense qu'il ne faut pas rester focalisé sur l'âge qu'ils ont, mais vraiment sur ce qu'ils peuvent faire, et profiter de ce matériel vraiment concret, tu vois, qui est d'une richesse incroyable, pour leur permettre de redonner du sens aux mathématiques.
Voilà. Et puis construire vraiment des bases solides. Et toi, en plus, comme tu as une pièce, enfin, à toi, j'imagine, où tu travailles. Oui, je peux, oui. Voilà. Les enfants qui sont en difficulté, comme ça, je les prends tout seul. Voilà. Donc, du coup, si tu fabriques ton matériel, après, enfin, je veux dire, tu peux l'utiliser aussi, voilà, avec un enfant en individuel, avec un petit groupe d'enfants. Enfin, à la limite, c'est même plus facile qu'en classe. Parce que, tu vois, si une enseignante de CE1 ou de CE2 qui découvre cette pédagogie, voilà, qui se dit, waouh, moi, je veux travailler avec ce matériel, ça va être compliqué, enfin, c'est plus compliqué parce que tu vois, il y a des enfants qui auront des bases solides, enfin, tu peux pas reprendre depuis le début avec les enfants qui ont une base solide, alors que ceux qui ont une base fragile, ils en ont besoin. Mais là, toi, tu as la chance, entre guillemets, d'avoir les enfants par petits groupes ou en individuel. Donc, si tu les connais vraiment bien, bah, tu pourras savoir d'où tu repars vraiment. Tu vois? Oui. Mais est-ce que ça te parle un peu plus ou... Oui, non, mais je comprends. Oui. Ouais. Et oui, de passer les étapes plus rapidement oui. C'est ça. Après, dans tout ce qu'on avait vu, du coup, il y avait les nombres de 1 à 10, le système décimal. Tu te rappelles ensuite ce qu'il y avait Oui. Alors, pas forcément dans l'ordre, mais... Il y avait aussi... Il y avait les nombres jusqu'à 100, hein. Voilà. Les initiations, voilà, initiation aux opérations. Et vers l'écriture des opérations et vers la mémorisation des opérations. Et tu me demandais du coup ce qu'ils font après en 6-12 en mathématiques. Bah en fait après on va encore plus passer à l'abstraction. Donc par exemple on va utiliser le boulier pour faire des opérations. Mais tu vois le boulier, tu peux pas arriver avec ton boulier en leur disant une perle verte c'est une unité. Une perle bleue c'est une dizaine, une perle rouge c'est une centaine, parce que tu vois, du coup s'ils n'ont pas manipulé le matériel en amont, bah du coup, tu vois, ça sera pas concret en fait. Alors, tu te rappelles, dans le matériel Montessori, à chaque fois, d'un matériel à l'autre, il y avait juste une nouvelle difficulté à chaque fois. Et on part vraiment de quelque chose de très concret pour aller vers l'abstraction au fur et à mesure. Donc si tu vas trop vite vers l'abstraction en te disant non mais c'est bon, je vais pas reprendre ça avec eux, ils savent, alors que t'es pas vraiment sûr s'ils savent ou pas, ben tu risques de les mettre en difficulté du coup. Je pense que... Et puis, souvent, les enfants qui ont des bases pas solides en mathématiques, ils peuvent aussi manquer un peu d'estime d'eux-mêmes, tu vois. L'estime de soi, elle peut être un peu... Voilà. Et donc, du coup, si tu te dis, non, je vais pas leur faire perdre du temps, hop, je saute toutes ces étapes et je passe à l'abstraction tout de suite, ben, tu prends le risque de les mettre en difficulté. Alors que si tu leur fais refaire des choses depuis le début, en allant un peu plus vite, si tu sens qu'ils peuvent aller plus vite, mais du coup, ils vont aussi reprendre confiance en eux. Eux, ils savent pas à quel âge on est censé faire ça, tu vois, ils réfléchissent pas comme nous les adultes. Si tu leur fais faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions avec les perles, ils seront super fiers en fait d'y arriver, de faire les échanges. Et puis tu vois, toutes les occasions que les enfants ont de faire des échanges, tu peux pas le sauter cette étape-là, tu peux pas la sauter. Oui. Tu vois, c'est indispensable. Un enfant qui a beaucoup manipulé ce matériel, il est capable de te répondre du tac au tac combien il y a de dizaines dans un millier. Et même nous en tant qu'adultes, des fois, tu vois, certains adultes, à mon avis, il leur faut un peu de temps pour savoir. Moi, mes filles qui ont manipulé ce matériel depuis des années, elles savent, voilà, qu'il y a 100 dizaines dans un millier. Et pour elles, c'est aussi logique que de te dire quand elles me répondent 4 fois 2, ça fait 8. Tu vois. Et donc toutes les fois où tu vas leur faire justement des opérations avec les perles, ils vont pouvoir faire les échanges à chaque fois. Et ben tu vois, ça c'est pas à mon avis, c'est pas une étape qu'on peut sauter, ça. Voilà. Et l'avantage de les prendre comme ça, c'est que je vais pouvoir reprendre carrément depuis le début. Peut-être rapidement, mais parce qu'il y a quelque chose qui manque forcément. S'ils ne comprennent pas, il y a peut-être un maillon manquant. C'est ça. Et pour trouver le maillon manquant, c'est difficile de savoir ce que l'enfant a compris et ce qu'il n'a pas compris. Donc je pense qu'en repartant, quand je dis en repartant en CE1, CE2, je pense pas les nombres de 1 à 10, ça, je pense qu'en général ça va. Quand je dis en repartant, c'est en repartant du système décimal. Oui, non mais bon. Non, certains. Je pense que pour certains, je referai carrément depuis le début rapidement, mais pour voir si tout va bien quand même. Parce que... Ah ouais, alors sur les nombres de 1 à 10 à toute vitesse peut-être. Ça dépend des enfants. Tu verras, tu t'adapteras à chacun. Ça pose problème après avec la famille 70 par exemple.
Ah oui, non mais quand je dis les nombres de 1 à 10, tu sais, c'est vraiment les chiffres rugueux, les fuseaux, voilà. Oui. Ça, tu vois, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont besoin de repasser par ces étapes-là. Oui. Non, mais mais l'étape de Séguin, évidemment. L'étape de Séguin pour comprendre le 60, 70, 80, 90, tout ça, ça c'est sûr qu'ils en auront besoin. Mais tu vois, quand je dis repartir depuis le début, je parle du système décimal. Parce que tu peux pas arriver avec les timbres. Tu sais, il y a écrit juste 1, 10, 100, 1000, et puis leur dire, allez, c'est parti. Non, il faut vraiment qu'ils aient manipulé les perles avant, pour pouvoir justement jouer avec tous ces échanges. Ouais. Tu vois, Ce que je comprends mieux, c'est que moi, je m'arrêtais à l'âge 6-12, enfin voilà. Alors qu'en fait, c'est la méthode qui... Ouais, c'est quand on met à disposition ce matériel à des enfants, pour des enfants, quand on met ce matériel à disposition pour des enfants de 3 à 6 ans, ben, on leur donne la possibilité d'aller beaucoup plus loin, tu vois. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont tous obligés de le faire, tu vois. Certains vont aller plus vite à l'abstraction, d'autres il va leur falloir plus de temps. Et c'est sûr que c'est un matériel qui est tellement concret que du coup l'enfant il peut jongler entre guillemets très tôt avec les grands chiffres, tu vois, même les très grands chiffres. Mais du coup, voilà, je pense qu'il faut pas rester bloqué sur l'âge. Parce que déjà leur redonner confiance, si leurs bases sont pas solides, ça me paraît indispensable. Et puis après, voilà, si tu repars depuis le début et que tu suis vraiment cette progression du concret à l'abstrait, ben voilà, ils vont reprendre confiance en eux, ils vont découvrir aussi le côté fascinant des mathématiques. Tu vois, on n'est pas juste dans la répétition ennuyeuse des tables de multiplication, 3 x 3, 3 x 4, 3 x 5, on redonne vraiment du sens aux apprentissages. Et surtout que certains sont dans des fichiers, hein. Ils ont des fichiers, quoi. Ouais. S'ils font des fichiers, des pages de fichiers, quoi. Ouais, j'ai 2 exemples là qui me viennent en tête. L'autre jour, j'ai acheté du fil justement pour fabriquer mes dizaines pour la caisse Montessori que je vais mettre à disposition des écoles. Et j'ai racheté un grand rouleau de fil, il faisait 100 mètres. Et ma fille, elle me dit, c'est quoi 100 mètres? Et puis, du coup, bon là, j'aurais pu lui suggérer, mais je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, bah, tu sais, si tu veux, on va le dérouler dans le jardin. Et donc, on a un grand jardin. Et finalement, tu vois, on a commencé à dérouler et elle s'est rendue compte qu'il restait du fil. Arrivé d'un bout à l'autre, il nous restait encore du fil. Bon, là, j'ai eu de la chance, mon beau-père nous a entendus, il nous a apporté le décamètre. Et on a pu mesurer, la longueur de notre jardin fait 72 mètres. Et bon, je l'ai pas fait parce qu'elles n'ont pas posé la question, mais tu vois, dans ma tête, je me suis dit, mais j'aurais pu rebondir, de leur proposer de mesurer la largeur du terrain. Alors, on peut le faire avec son jardin ou avec son potager, hein, tu vois, mais et là, si j'avais rebondi là-dessus, j'aurais pu dire, bah, tu vois, on a tant de mètres carrés, on vient de trouver la surface, et ça a tellement plus de sens de le faire en mesurant ton jardin ou ton potager, qu'en mesurant dans un rectangle, dans un cahier d'exercice qui fait 3 par 8, tu vois. Ça n'a pas de sens. Alors que là, c'est vraiment redonner du sens aux apprentissages, quoi. Et 100 mètres... Ce que je faisais quand j'avais les enfants à Saint-Saëns, j'avais des enfants avec des troubles du comportement, à l'école, c'était pas possible, quoi. Ouais. Et on avait un petit jardinet avec l'éducatrice, et tout ce qu'on faisait avec les périmètres, c'était en rapport avec le jardin, quoi. Bah ouais, tu vois, c'est tellement plus logique, ça parle tellement plus. Et ils mesuraient le jardin, ils revenaient en classe, on travaillait les mesures, et hop, ils retournaient dans le jardin, mais ils construisaient des choses qu'on avait... On avait calculé en classe, quoi. C'est ça. Et donc du coup, voilà, pour moi, redonner du sens, ce matériel, il est tellement concret et voilà, qu'il permet aussi de redonner du sens aux apprentissages. Et on sait que le cerveau, il est vraiment pas doué pour apprendre des choses abstraites, et qui se débrouille beaucoup mieux avec des choses concrètes. Et comme dans les mathématiques, ça regorge de notions complètement abstraites, ben pour moi la solution, c'est de travailler avec du matériel concret. Voilà. Et tu vois, y a d'ailleurs beaucoup d'adultes qui recomprennent vraiment les mathématiques en manipulant ce matériel. Et j'ai pas honte de dire que j'en faisais partie il y a quelques années en arrière. Tu vois, à l'école, le problème, je trouve, c'est qu'on donne pas de sens. J'avais dû te le donner cet exemple, mais 1234 divisé par 4, on peut pas partager un millier en 4. C'est pas possible. Ouais. Et ben du coup, on va l'échanger contre 10 centaines, mais comme on en avait 2, il nous en restait 2, on en a 12 de centaines. Mais c'est pas juste, on fait un petit chapeau au-dessus du 12, et puis on fait 12 divisé par 4. C'est en manipulant le matériel qu'on rend les choses vraiment concrètes. Et tu vois, pour cette histoire d'échange, ma fille de 10 ans, ce matin, a fait une division du style 196 325 divisé par 123. Et elle l'a fait avec le matériel, parce que du coup, il y a un matériel qui permet de faire des divisions, et même des grandes divisions comme celle-là. Et elle jonglait avec les échanges, mais c'était impressionnant, quoi.
il lui manquait des dizaines de mille, et ben elle prenait une centaine de mille et hop elle les changeait contre des dizaines de mille. Mais ça lui posait mais aucune question, tu vois, parce qu'elle a tellement été habituée à faire des échanges avec les perles, puis avec les timbres, que voilà, enfin les maths c'est abstrait, mais il faut qu'au départ ça soit concret pour que les enfants comprennent. Donc je comprends, voilà. Donc moi je m'arrêterai pas, voilà, je me bloquerai pas à l'âge. Et puis, voilà, je profiterai vraiment de ce matériel pour leur permettre de construire des bases solides et de redonner du sens. Voilà. Tu vois. Et après, voir comment réadapter aussi son retour en classe, parce que je travaille ça dans ma salle, mais après, il faut que l'enfant puisse de nouveau resuivre aussi le cours de la classe sans matériel, parce qu'il n'y aura pas le matériel, donc après... c'est ça, mais et du coup... C'est pareil, ça c'est ma question toujours, enfin je te l'avais déjà posé plusieurs fois, le fait que je ne prenne pas l'enfant à part non plus, parce que quand il retourne en classe, s'il ne peut pas utiliser le matériel, ça va être compliqué, il va falloir aussi... C'est ça, et en fait l'enfant, il aura forcément, si ses bases sont pas solides, il aura forcément besoin de beaucoup de manipulation, et on sait que le mouvement, il est indissociable des apprentissages. Donc voilà, l'enfant, il a besoin de chercher, de compter, de manipuler, de comparer, et de pouvoir se corriger en temps réel, et par exemple découvrir le mécanisme du système décimal en déplaçant des quantités, en faisant des échanges. Ils ont besoin du matériel. Donc après, s'ils en ont pas en classe, c'est sûr que c'est problématique, mais c'est toujours mieux que rien, parce que si l'enfant il a manipulé plein de fois, ça va quand même te permettre de leur redonner du sens. Tu vois, un truc tout bête, quand on fait des multiplications à 2 chiffres, je m'en suis rendu compte avec ma fille de 8 ans et demi, par exemple 21 x 13. Pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez écrire 21 x 13 sur votre feuille, ça sera plus facile que juste à l'oral. Et à l'école, on leur fait faire 21 x 3, tu vois, 21 x 3, puis après, on leur fait 21 x 1, alors que c'est pas x 1, c'est x 10, tu vois. Et puis on leur dit, vous décalez, vous mettez un petit point ou un 0. Alors le petit point, c'est pire que tout, parce que ça n'a aucun sens. Oui. Le 0, ça en a déjà plus, mais on leur dit juste, tu te décales, tu fais x1, tu te décales. Mais non, c'est pas x1, tu te décales, c'est parce que tu as fait x10, tu vois. Donc, voilà. Donc moi, là, en ce moment, avant de passer à la multiplication posée 21 x 13, on a fait tout un tableau à double entrée, où on a marqué 21, c'est 20 et 1, 13, c'est 10 et 3, et du coup, tu vois, on s'est fait 4 multiplications. On s'est fait 21 x 13, 20 x 3, 1 x 3, non, j'ai dit une bêtise, parce que 21 x 13, c'était l'exemple du début, pardon, je recommence. Pour faire 21 x 13, on a fait 20 x 3, 1 x 3, 20 x 10 et 1 x 10. Et une fois que tu as fait ces 4 multiplications, tu l'as ta réponse, tu vois. Mais du coup, j'ai pas commencé directement en posant la multiplication en colonne. J'ai fait ça à côté, plein de fois, avec les perles. Donc avec les perles, sur la feuille, enfin sur l'ardoise. Et ensuite, quand on la pose, la multiplication, je fais exprès de dire, alors on va déjà faire 21 x 3. Et donc là, on cherche le résultat dans notre tableau, 63. Bon, maintenant, on va faire 21 x 10, tu vois. Et hop, là du coup, c'est logique. En fait, on dit tout le temps si c'est des unités, des dizaines ou des centaines. C'est pas juste des chiffres qu'on met dans les cases, tu vois. On est sans arrêt en train de dire ce que c'est, voilà, pour... si on écrit, j'ai pas le résultat, je l'ai pas noté le résultat, mais si par exemple on trouve 260, voilà, on va dire 260, on va pas juste mettre un 2, un 6 et un 0, tu vois. Voilà. Donc pour moi, ce qui peut être bien, c'est de prendre vraiment du temps avec les enfants pour remanipuler, pour qu'ils aient du temps pour manipuler le matériel concret avec toi. Et c'est sûr, après, ils vont se retrouver en classe sans matériel, puis ils vont faire des allers-retours, tu vois. Ça va pas être 6 mois, ils sont avec toi, et hop, 6 mois, ils sont en classe sans matériel. Mais dans la logique, l'enfant, c'est ce dont il aurait besoin. C'est de manipuler, jusqu'à ce qu'il arrive à l'abstraction, et qu'il ait plus besoin du matériel, et qu'il puisse le faire sur un papier avec un crayon. Tu vois. La logique, ça serait ça. Sauf que toi, l'enfant, il va faire des allers-retours. Entre le moment où il manipule avec toi, le moment où il retourne en classe où il n'a pas de matériel, tu vois. Mais plus... Après, on pourrait imaginer que je fasse un peu comme toi, sa petite valise de matériel, toi, à lui, mais c'est compliqué. Après, en classe, il sera pas comme les autres. Enfin, c'est compliqué. Ouais. On pourrait imaginer que pour que ça dure et qu'il puisse faire le travail, qu'il ait le matériel à lui dans une petite valise, son petit truc à lui, toi, qu'il puisse avoir en classe. Ouais. Mais le problème, c'est que les autres ne l'auront pas. Enfin, toi, c'est compliqué. Ouais, mais ou alors, pourquoi, je réfléchis en même temps, mais tu travailles dans 2 écoles, c'est ça ? Oui.
Donc, pourquoi... Alors, regarde, ce que je suis en train de faire, moi, de fabriquer une caisse pour qu'elle circule d'école en école. Si toi, tu faisais pareil, t'en fabriques 2, t'en as une dans chaque école, et la caisse, voilà, les enseignants peuvent se la prêter, mais en tout cas, l'enfant, quand il va être en train de faire ses maths, paf, il va chercher la caisse qui est dans l'école, et il s'en sert à ce moment-là. Alors, ça risque de bouchonner quand même un peu si tous les enseignants font maths en même temps, mais... Tu vois, au moins, si tu avais une caisse dans chaque école... On va dire que j'ai 2 CE1 dans une école et presque 2 dans l'autre aussi. Enfin, ça fait beaucoup de monde. Hein. Ouais, oui, parce que tu t'occupes des classes du CP au CM2 ? Oui. Ouais, donc du coup, ici, il y a plusieurs classes dans l'école. Oui, mais regarde, ça serait toujours mieux que rien du tout. Il faudrait que toi, t'aies ton matériel à toi dans ta pièce, que tu transportes d'une école à l'autre. Tu vas pas le faire, à moins que tu le fasses 2 fois, mais bon, c'est quand même du boulot. Non, ça va aller. Voilà, donc tu le transportes à chaque fois dans ta caisse. Et par contre, tu fabriques 2 caisses en plus qui restent dans les écoles pour les enseignants. Et puis en plus, après, tu leur donnes envie de le manipuler, ce matériel, tu vois. Quand elles vont voir que les enfants progressent avec ce matériel, elles vont quand même s'y intéresser au bout d'un moment. Tu vois ? Voilà. C'est sûr que ça fait peur, quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler. Tu vois, il y a beaucoup de fausses croyances sur la pédagogie Montessori. Tiens, la dernière chose que j'ai reçue, alors rien à voir avec les mathématiques, mais une instit qui m'a envoyé merci de me désinscrire, je ne veux plus recevoir vos mails. Je trouve que la pédagogie Montessori est trop individualiste. Alors du coup, je lui ai répondu « Merci, vous venez de me fournir le prochain sujet du podcast. J'aurai pas d'invité, c'est pas grave, je parlerai toute seule pour dire ce que j'en pense. Mais non, pas du tout, quoi. Je dis, il y a beaucoup de fausses croyances sur la pédagogie Montessori et celle-là, c'en est une, quoi. Donc, tu vois, les instituts, déjà, il y a ceux qui ne connaissent pas. Forcément, si tu ne connais pas, tu peux pas t'y intéresser si tu connais pas. Et il y a les instituts qui ont aussi des fois une fausse croyance, tu vois, des fausses croyances en se disant, mais non, moi, ma façon de travailler, elle fonctionne et voilà, je continue comme ça. Et puis il y a les instituts comme toi qui prennent le temps de s'y intéresser et qui voient bien que c'est différent quand même. Oui, ça apporte autre chose. C'est ça. Et du coup, toi, après les 2 jours de mathématiques, où tu as manipulé du coup tout le matériel, tu as vu toute la progression, comment tu t'étais sentie en fait après ces 2 jours de mathématiques ? Alors moi, ça m'a renforcée parce que j'essayais quand même... Enfin, moi, j'étais pas bonne en maths quand j'étais à l'école non plus. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, il faut donner du sens aux apprentissages. Donc, quand j'explique les mathématiques aux enfants, j'insiste, la dizaine d'unités. Enfin, j'insiste surtout tout le temps pour que ça rentre, la répétition, etc. Ouais. Et ce qu'on a fait, nous, ça m'a fait que renforcer encore. Et du coup, là, je suis revenue, j'étais encore plus motivée parce que je me suis dit, ce que tu fais, c'est bon, en fait. Parce que des fois, on a l'impression que ce qu'on fait, vu qu'on le fait tout seul dans notre coin, on se dit, ouais, mais bon, il y a peut-être d'autres façons de faire. Et du coup, là, ça m'a confortée dans ce que je faisais déjà. Un peu à l'instinct, parce que je savais pas trop ce que je faisais, mais donc, du coup, là, j'ai repris un enfant en CE1, et il n'arrive pas, tu sais, ils font les centaines. Seulement, par exemple, 105, alors 105 encore ça va, mais 140, il va écrire 10 et 40, enfin il va l'écrire 10-40 parce que c'est 140, il sait pas ce qu'il va faire des zéros, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris, donc j'ai repris, alors je ne sais pas comment tu appelles ça, parce que c'est les grandes bandes d'étiquettes, tu sais, tu as les centaines, les symboles, les symboles, voilà, tout décomposé, je l'avais dans ma salle. Et c'est un truc, à mon avis, que personne n'utilisait depuis des années, parce que je l'ai repassé avec un marqueur, parce que c'était tout délavé. Et j'ai repris ça, mais toi, du coup, avec plus de force. Et il était content, parce qu'en fait, je lui ai laissé les étiquettes, les symboles, je lui ai laissé. Et quand il faisait les exercices, il les prenait. Alors, quand il avait 123, il prenait le 100, il prenait le 20, il prenait le 3, et du coup, ça avait du sens. Parce qu'il avait compris que c'était 100 et 20 et 3. C'était pas 123, comment j'écris, je comprends rien, où est-ce que je dois mettre le 0. Ouais, c'était pas juste des mots. Des mots. Ça l'a beaucoup aidé. Non, mais c'est sûr que ce matériel, voilà, il est vraiment très puissant et du coup, les enfants, après, ils découvrent le côté fascinant des mathématiques, tu vois, c'est pas, oh, les maths, je suis nulle, j'aime pas ça. Non, enfin, voilà, ils adorent ça, quoi. Tu vois. Et c'est un enfant qui est vraiment en grande difficulté, vraiment. Mais alors, les étiquettes, vraiment, il était content de travailler avec ça, quoi. Et du coup, tu avais utilisé les mêmes couleurs. Tiens, les couleurs, ça serait un sujet qui pourrait intéresser les auditeurs. Tu avais utilisé les mêmes couleurs ? Je ne sais pas, je t'avoue que j'ai pas fait attention aux couleurs.
Faudrait que je reprenne. Je prendrai des photos et je te les enverrai. Ouais. C'est quand t'as repassé au Je sais pas marqueur, sur au quoi. Velleda, t'avais peut-être pas les 3 couleurs. J'ai pas fait. Bah non, parce que je suis venue avec toi après, donc j'ai fait et j'ai pas. Ah, c'était J'ai gardé avant le la principe. formation. D'accord, c'était avant Oui, la c'était formation. avant. En fait, c'était des trucs qui dormaient dans un placard. Hein. Ah, ouais, d'accord. Ouais, Ça arrive tu les souvent. lavais, on voyait plus. Oui, voilà. Et je l'avais utilisé parce que je trouvais que c'était bien. Et en fait, j'ai découvert que c'était dans ton atelier, ça y était. Quoi. Ah ouais, d'accord, tu l'as appris après en formation, ok. Voilà. Mais non, c'est vrai que ce matériel, il est tellement, vraiment, tellement concret que, moi, j'adore, quoi. Tu vois, j'adore, et puis Et on peut l'adapter parce que c'est pareil. C'est pas comme certaines méthodes où tu es obligé vraiment de respecter tout à 100%. Là, je vois bien qu'il y a des choses qu'on peut adapter pour les enfants. Ouais. Selon dans quelle classe ils sont, ce qu'ils font comme méthode, je pense que je vais pouvoir adapter. Ouais. Oui, mais les couleurs, c'est quand même un sacré problème parce que entre Singapour et... C'est quoi l'autre nom? Aide-moi. MHM. MHM. Ah bah oui. Voilà, Ouais. Singapour, MHM, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, les couleurs ne sont jamais les mêmes d'une méthode à l'autre. Et tu vois, moi, quand j'accueille les enfants aux ateliers le mercredi ou les vacances, si les couleurs dans leur classe sont différentes des miennes, enfin de la pédagogie Montessori, ben ça pose un sacré problème parce que du coup, l'enfant, on le perd, quoi. On le noie en utilisant des couleurs différentes. Et là, dans l'école où je travaille, au lycée Saint-François, les deux, ils vont prendre la méthode Singapour. Donc c'est pareil, je me dis, ça va être encore un autre passage. Ouais. Elles vont être à fond dans la méthode Singapour. Voilà, ça va être vraiment... Ouais. Et c'est vrai que ça, il faudrait, tu vois, il faut de la cohérence. Parce que, bon, là, si toute l'école est en Singapour, bon, encore, ils auront de la cohérence entre le CP et le CM2. Oui. Mais j'ai déjà vu des écoles où, en CE1, on utilise telle couleur, en CE2, une autre, et en CM1, encore une autre. Ou pareil en grammaire, tu sais, pour la nature des mots, ça va être des symboles ou des choses différentes. Donc, quand il n'y a pas de cohérence, c'est hyper compliqué, quoi. On les perd, hein. Donc voilà. Bon, du coup, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ouais, ça va? Non, mais non, parce que je pense que voilà, pour moi, il y avait 3-6, après 6-12, voilà. Et en fait, non, il y a l'enfant avec ses acquis ou pas. Et voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, dans la formation, je marque 3-8, moi. Parce que du 3-6 en Montessori, ça fait du 3-8 à peu près dans des écoles traditionnelles. Tu vois. Mais voilà. Je pense que, comme tu dis, partir de l'observation de l'enfant, voir où il en est, redonner du sens et puis oublier cette histoire d'âge. Voilà. Bon. Et Je te remercie en tout cas. Bonne continuation. Merci. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. On a continué d'échanger un petit peu avec Isabelle après l'enregistrement et on parlait justement de la fabrication du matériel. Je lui conseillais d'utiliser du fil quand même très épais pour faire ses dizaines, ses centaines, son millier, pour que ça résiste dans le temps. Et est venue sur le tapis l'histoire des factures. Et du coup, je n'en avais même pas parlé parce que ça me paraissait évident, mais voilà, c'est comme quoi ça l'est pas forcément pour tout le monde. Moi, le conseil que je lui ai donné, c'est de ne pas forcément demander, vous allez peut-être bondir, mais je lui ai conseillé de ne pas forcément demander de facture et de fabriquer ce matériel en se disant que c'est le sien. Et du coup, son matériel, elle l'aura pour toute la vie si elle l'a bien fabriqué, et elle ne sera pas obligée de le laisser dans une école parce qu'elle avait demandé une facture pour être remboursée du matériel brut. Donc voilà, si vous vous lancez dans la fabrication de votre matériel, je vous encourage à le faire, mais pour vous, pour pouvoir ensuite le garder pour tout le temps. Je lui ai raconté l'anecdote il y a quelques années, quand j'étais encore à l'école, j'avais fabriqué toutes les lettres, j'avais fabriqué l'alphabet mobile, donc plein de lettres, les consonnes, les voyelles, dans des pochettes plastiques épaisses, rouges et bleues. Et ça m'avait pris des heures. Alors ça m'avait pas coûté très cher, parce que des pochettes plastiques rouges et bleues, c'était pas ça le problème, mais ça m'avait pris des heures pour le fabriquer. Et quand je suis revenue au mois de septembre, j'avais eu la mauvaise surprise de découvrir que mon matériel avait été mis à la poubelle. Donc ça peut arriver. Donc si vous vous engagez dans la fabrication du matériel, ça demande de l'investissement, beaucoup de temps. Donc je ne peux que vous conseiller de le faire pour vous-même. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'en parler autour de vous, de partager et de cliquer sur les étoiles si vous écoutez avec Apple Podcast. Je vous dis à vendredi prochain.